Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de la situation dans et autour du Haut-Karabakh. Et mes deux invités sont aujourd'hui Tornike Goradze, qui est professeur à Sciences Po. Bonjour monsieur le professeur. Bonjour. Et Christian Macarian, éditorialiste connu et bien connu, surtout des téléspectateurs de Télésud. Alors, avant d'entrer dans le vif du débat, nous allons regarder un très court reportage qui a été réalisé sur place au moment où l'armistice a été signé sous l'impulsion de la Russie. Sous l'égide de Vladimir Poutine, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé un accord mettant fin à 6 semaines de combats meurtriers dans la région du Nagorno-Karabakh, qui se solde par une nette victoire de l'Azerbaïdjan. Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской республики Алиевым. Aujourd'hui, le 9 novembre, le président azerbaïdjanais Aliyev, le premier ministre arménien Pachinian et le président russe ont signé une déclaration sur un cessez-le-feu total et toutes les activités militaires dans la zone du conflit du Haut-Karabakh à minuit, heure de Moscou, le 10 novembre. Les personnes déplacées et les réfugiés retourneront sur le territoire du Nagorno-Karabakh et dans les zones adjacentes sous le haut contrôle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s'est félicité de ce qu'il a appelé la capitulation de l'Arménie. Aujourd'hui, nous mettons un terme au processus de règlement d'un conflit de longue durée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous mettons fin à l'occupation des terres azerbaïdjanaises. De son côté, dans un communiqué posté sur sa page Facebook, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a qualifié cet accord d'incroyablement douloureux. L'annonce de l'accord intervient alors que les forces azerbaïdjanaises annonçaient avoir pris dimanche Choucha, ville stratégique à 15 km de la capitale séparatiste Stepanakert et située sur l'artère vitale reliant le territoire indépendantiste à l'Arménie. L'Azerbaïdjan conserve l'ensemble des territoires reconquis au Nagorno-Karabakh. La République autoproclamée du Nagorno-Karabakh, territoire peuplé en majorité d'Arméniens, est affaiblie, mais survit sur le papier. Son seul lien avec l'Arménie sera désormais le corridor de Latchine, large de 5 km. Pour assurer la cessation des hostilités, un contingent de forces russes de maintien de la paix doit prendre position tout le long du front arméno-azerbaïdjanais. Le conflit a fait au moins 1300 morts depuis le 27 septembre, selon des bilans très partiels. Peu après l'annonce du cessez-le-feu, une foule de milliers de manifestants en colère s'est rassemblée aux abords du siège du gouvernement arménien. Des centaines d'entre eux pénétrant dans les locaux, brisant des vitres et saccageant des bureaux. Et pour être complet, la nuit dernière, l'armée azerbaïdjanaise a récupéré le contrôle du district de Kelbadjar, avoisinant le Haut-Karabakh. C'est en tout cas ce qu'affirme le ministère de la Défense à Bakou. Alors Tornike Goradze, où en est la situation actuelle? Nous avons vu là le président Poutine dans son exercice préféré, l'homme qui tire les ficelles dans le monde entier pratiquement. Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on commence à mettre en œuvre les points qui ont été arrêtés dans ce texte, notamment les quelques territoires qui restaient encore sous le contrôle arménien et qui, en vertu de ce texte, doivent passer sous le contrôle azerbaïdjanais, sont en train d'être rétrocédés à l'Azerbaïdjan. Vous avez évoqué le territoire de Kelbadjar. Il reste encore le district de Latchine. C'est un territoire qui est situé un petit peu plus au sud. Latchine et Kelbadjar, ce sont deux districts qui sont situés entre l'Arménie et le Haut-Karabakh. C'est-à-dire ce sont des deux districts qui faisaient que l'Arménie et le Haut-Karabakh avaient, dans les années 90, une continuité territoriale. Désormais, le Haut-Karabakh va apparaître comme un vrai enclave et la liaison entre le Haut-Karabakh et l'Arménie se fera uniquement à travers cet étroit corridor de Latchine qui va être sous le contrôle russe. Donc il s'agit de quelques dizaines de kilomètres et de long et quelques 5 kilomètres de large, une petite route de montagne qui va faire que l'Arménie va conserver un lien avec le Haut-Karabakh, mais ce territoire sera contrôlé par l'armée russe. Christian Macarian, comment voyez-vous la situation ? Je crois d'abord qu'il faut rappeler que cet accord de cessez-le-feu est dans les tuyaux, si j'ose dire, sur la table des négociations depuis une bonne vingtaine d'années.
et qu'il n'y a donc que très peu d'éléments nouveaux. C'est précisément cet accord-là qui a été refusé par les deux parties, aussi bien par l'Azerbaïdjan que par l'Arménie. Or, aujourd'hui, il s'impose aux deux. L'Azerbaïdjan a remporté de manière très très nette la guerre, la partie militaire. L'Arménie est vaincue et elle va sûrement affronter des troubles très profonds, intérieurs. Mais pour en rester sur la partie diplomatique, c'est encore une fois un accord dont aucune des deux parties n'a voulu pendant 20 ans. Il y avait tous ces points-là. L'éventuelle possibilité d'accorder le corridor de la Chine à l'Arménie en échange d'un passage qui traverse le sud de l'Arménie, ce qui est un point très important, et qui va permettre à la province occidentale de l'Azerbaïdjan, qui s'appelle le Nakhichevan, qui lui-même a un point de jonction avec la Turquie, d'être rattaché par cette route qui va traverser le territoire arménien à la province orientale et majeure, à la partie orientale et majeure de l'Azerbaïdjan, qui constitue 80 ou 90% du territoire azerbaïdjanais. Donc il y a, si vous voulez, un échange du lien très infime et que Tornike Gordadze vient de rappeler entre l'Arménie et le Karabakh, un échange léonin qui va permettre à l'Azerbaïdjan de récupérer quelque chose qu'il n'avait plus depuis 1918, lorsque ces républiques se sont plus ou moins constituées. Alors, c'est un accouchement historique très douloureux qu'on ne va peut-être pas rappeler ici, parce que ça nécessiterait plusieurs émissions en soi, mais je pense que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que cette paix, c'est la paix des Russes. C'est eux qui l'ont voulu ainsi, et qu'elle aboutit à un morcellement incontestable. Si j'ai dit tout à l'heure que la victoire militaire était indubitablement acquise à l'Azerbaïdjan, je ne suis pas sûr que les Azerbaïdjanais soient ravis qu'en échange de cette victoire militaire, ils aient pour la première fois depuis leur indépendance en 1991 des troupes russes qui vont donc être stationnées sur le territoire azerbaïdjanais. Non seulement dans le Karabakh qui sera peuplé par les Arméniens, mais aussi dans le fameux corridor de la Chine qui sera garanti par les Russes. C'est donc assurément quelque chose que Aliyev, le président azerbaïdjanais, jusqu'ici refusait et qu'il a été contraint d'accepter. Donc derrière la victoire azérie et derrière la défaite arménienne, il y a tout de même un accord qui doit démontrer qu'il est vivable et acceptable par les deux parties, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout évident. Tornike Goradze, comment jugez-vous l'action de la Russie? Parce qu'on avait le sentiment, au début du conflit, que la Russie soutenait plutôt l'Arménie. Historiquement, la Russie a toujours soutenu l'Arménie. C'est ceci depuis que la Russie s'est implantée dans le Sud-Caucase. En tout cas, elle a toujours prétendu d'être protectrice des minorités chrétiennes et notamment des Arméniens face aux Ottomans et aux Iraniens. Pendant la première guerre du Karabakh dans les années 90, la Russie a également soutenu l'Arménie. C'est aussi grâce au soutien russe que l'Arménie a emporté militairement sur l'Azerbaïdjan et a occupé au-delà du Karabakh quelques districts du territoire azerbaïdjanais. Mais cette fois-ci, la Russie est apparue beaucoup plus passive, en tout cas en apparence, lorsque ce conflit a éclaté le 27 septembre, de 27 septembre jusqu'au 9 novembre, on ne voyait pas la Russie agir de façon très décisive. Et on a eu l'impression que la Russie a un petit peu laissé faire l'Azerbaïdjan obtenir cette victoire militaire, mais pas une victoire complète, parce qu'elle a fixé les lignes rouges, notamment le corridor de la Chine qu'elle n'a pas laissé à l'Azerbaïdjan, notamment à peu près 3/4 du territoire du Karabakh qui reste encore aux mains des Arméniens, et aussi en imposant ses forces de paix, entre guillemets, à l'Azerbaïdjan. Donc c'est une force de paix de 2000 personnes à peu près. Les Russes en voulaient beaucoup plus, ils voulaient 10 000 au départ. En tout cas, c'était le plan Lavrov qui existe depuis 2016. Ils voulaient avoir 10 000 soldats russes dans la région. Les Azéris, qui ont toujours été contre, ont obtenu à ce que ce chiffre soit réduit à 2 000. Alors, est-ce que c'est une victoire définitive et éclatante et totale de la Russie? J'apporterai 2-3 nuances tout de même, parce que
C'est vrai qu'ils sont maintenant, ils ont toujours été l'arbitre, mais cette fois ils ont le moyen de pression sur les deux pays, sur les deux belligérants, aussi bien sur l'Arménie que sur l'Azerbaïdjan. Mais les Azerbaïdjanais, en tout cas, essayent de compenser cette présence russe par un rôle accru de la Turquie. Ils disent que les Russes ne sont pas seuls dans la région, désormais il y a la Turquie. Et aussi, les Azerbaïdjanais disent qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan des années 2020, ce n'est plus l'Azerbaïdjan des années 90, où le pays était très faible, et ce n'est pas non plus la Géorgie des années 90 ou la Moldavie des années 90, où la Russie a implanté un petit peu de force, ces forces de paix qui étaient totalement partiales, qui n'ont totalement miné l'indépendance de ces deux pays, qui ont démembré notamment la Géorgie, parce que ces forces de paix se sont transformées en forces d'occupation, notamment dans les régions de l'Abkhazie et de l'Ossétie. Et aussi, une dernière nuance que j'apporterai à cette victoire politique de la Russie, c'est que la Russie a un petit peu perdu de sa popularité aux yeux des Arméniens. Les Arméniens sont quand même un petit peu déçus de cette absence de soutien franc de la part de la Russie, et alors que l'Arménie a renoncé à beaucoup de choses, notamment en termes de souveraineté, notamment en termes de ses liens avec l'Occident, pour rester très fortement lié à la Russie, en estimant que la Russie allait protéger. C'était une espèce d'assurance vie pour l'État arménien et pour le fait que le Karabakh reste arménien. Là, il y a un bémol par rapport au rôle de la Russie, par rapport à la réputation de la Russie. Et même si les Russes essayent maintenant de dire aux Arméniens que s'ils n'ont pas aidé l'Arménie, c'est à cause de l'actuel chef du gouvernement arménien, Nikol Pachinian, qui n'est pas tout à fait pro-russe et qui est arrivé au pouvoir suite à une révolution populaire, ce qui déplaît aux Russes, même s'ils essayent de faire entendre cette version des choses, la plupart des Arméniens sont un petit peu quand même déçus du rôle de la Russie, et leur réputation en a souffert quand même dans la région. Aussi pour les autres alliés de la Russie qui se trouvent ailleurs, parce que la Russie apparemment agit toujours dans ses propres intérêts, et non pas dans l'intérêt des pays qu'elle prétend protéger. Oui. Christian Makarian, Tornike Goradze vient de parler du rôle de la Turquie dans cette affaire. Quel est-il exactement? Parce qu'eux, ils ne sont pas sur place. Non. La Turquie a une attitude qu'il faut essayer de décrypter. Il y a au moins deux phases. Lorsque la République d'Arménie s'est proclamée indépendante en 1991, la Turquie a très vite reconnu la République indépendante d'Arménie. Après quoi, il y a eu un président qui s'appelait Turgut Özal, qui a essayé de favoriser des rencontres, puis une deuxième phase de durcissement avec l'instauration d'un blocus entre la Turquie et l'Arménie, qui a empêché toute marchandise de passer, donc fermeture de la frontière, alors qu'il y a une voie ferrée toute neuve qui permettrait de communiquer. Et donc le blocus est un acte de guerre tout de même, mais on a constaté, en tout cas pendant tout ce laps de temps, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 27 septembre, date de l'attaque turco-azérie, qu'il n'y avait pas eu un seul coup de feu, ni aucun acte d'agression de l'Arménie à l'égard de la Turquie, nonobstant le fait que la Turquie lui l'a frappé d'un blocus. Donc la Turquie a procédé indubitablement et indiscutablement à une véritable agression qualifiée en droit international. Sous quelle forme? Elle a argué du fait qu'il y avait, qui n'existe pas en droit international, une fraternité ethnique entre la Turquie et les Azéris et les habitants de l'Azerbaïdjan, avec un slogan qui n'appartient qu'à la Turquie et que personne d'autre n'est tenu d'accepter. Ce slogan consiste à dire une nation, deux États. C'est quelque chose qui a autorisé, dans l'esprit des Turcs, mais uniquement dans leur esprit, qui a autorisé la Turquie à aller rejoindre l'Azerbaïdjan donc, et attaquer l'Arménie par l'Est, après lui avoir imposé un blocus par l'Ouest. Alors la Turquie a procédé, comme toujours, avec énormément d'hypocrisie et de fausseté, c'est-à-dire qu'elle a envoyé en gros 500 à 600 hommes des forces spéciales, ce qui lui permet de dire qu'il n'y a pas d'engagement militaire majeur. Elle avait procédé à des exercices
militaire conjoint avec l'Azerbaïdjan durant l'été dernier. Donc elle a laissé sur place des avions très performants, des F-16 américains. Exercices au cours desquels les Arméniens avaient tué un général azerbaïdjanais. Oui, c'est exact, oui, tout à fait. Et elle a donc laissé son aviation sur place et surtout, elle a fourni l'argument décisif de cette guerre, c'est-à-dire les drones en masse qui sont fabriqués en Turquie. Des drones apparemment très très performants, auxquels l'Azerbaïdjan a ajouté des drones tueurs, des drones kamikazes, que l'Azerbaïdjan avait acquis auprès d'Israël et qui font l'objet d'un montage dans une usine en Azerbaïdjan, dans le cadre d'une joint venture avec cette entreprise de production de drones israélienne. Donc il y a eu au total une très forte organisation militaire, mais le plus choquant, c'est sans doute que la Turquie a cette fois utilisé la doctrine de l'OTAN en matière de drones pour obtenir cette victoire effectivement écrasante avec l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. C'est-à-dire qu'il y a une doctrine de l'OTAN qui voit de façon complémentaire l'usage de l'infanterie, de l'artillerie, de l'aviation et des drones, non pas comme un supplément, mais comme une adjonction et une combinaison tout à fait optimale de moyens. Et cette méthode, l'OTAN l'a sortie des tiroirs de l'OTAN, puisqu'elle est membre de l'OTAN. Et là, si vous voulez, il y a un point qui est quand même assez difficile à accepter, que les Arméniens n'acceptent pas, même s'ils sont vaincus, c'est que la Turquie est membre de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas de l'Azerbaïdjan. Donc, et l'OTAN a laissé faire. Là, il y a une implication quand même qui est assez importante. Bon, pour les Turcs, et je termine là-dessus, il y a un vieux projet qui date de l'époque des jeunes Turcs, donc avant 1914, qui consiste à rejoindre tous les peuples turcophones jusqu'à la Chine, en incluant évidemment l'Asie centrale, et que l'Azerbaïdjan est une étape essentielle, vu que les Azéris et les Turcs parlent deux langues très proches, qu'ils sont certes religieusement un peu différents, les Azéris sont chiites et les Turcs sont sunnites, mais enfin fondamentalement, ce sont deux ethnies extrêmement proches. Et l'Arménie apparaît aux yeux de la propagande d'Erdogan comme une barrière naturelle qu'il faut, de toute évidence, si ce n'est éliminer, en tout cas neutraliser complètement, la priver de toute forme de moyens d'action. Donc c'est cette deuxième phase, qui est la phase offensive, qui n'appartient qu'au règne d'Erdogan. Auparavant, la Turquie avait une attitude beaucoup moins offensive, même si elle était agressive, mais là, de façon claire et nette, il y aura des répercussions. Et je pense que le sommet, le prochain Conseil européen qui aura lieu le 9 et 10 décembre, un des sujets qui va être abordé, c'est les sanctions à prendre contre la Turquie de la part de l'Union européenne. Alors là, ça ne concerne pas l'OTAN, mais l'Union européenne. Donc vous voyez, la Turquie, à mon avis, on n'a pas fini d'en parler, de son implication dans ce conflit. Quelle est votre opinion justement sur l'implication de la Turquie dans le conflit et aussi peut-être un peu plus largement des réponses peut-être à faire à ce que vient de dire Christian Macarian ? Oui, donc c'est une nouveauté. C'est vrai que depuis les années 90, la Turquie a toujours soutenu, mais plus politiquement et diplomatiquement, l'Azerbaïdjan. Cette fois, l'implication militaire est évidente. Les forces spéciales azerbaïdjanaises sont entraînées par la Turquie. Il y a le rôle de ces drones Bayraktar qui ont été décisifs, notamment dans la progression de l'armée azerbaïdjanaise. Je vais faire juste une petite parenthèse. Oui. Pour ma propre information, quand on dit drone, on dit quelle importance du drone ? Parce qu'il y a des drones américains qui sont géants, et il y a des drones pour tout un chacun. Il y a deux types de drones. Oui. Il y a les drones qui récupèrent l'information, donc qui sont équipés de caméras, des choses comme ça, et qui récupèrent l'information sur les positions de l'ennemi, et qui sont assez précis et qui sont très, très fortement utilisés pour justement le renseignement avant de lancer l'offensive. Et ensuite, il y a des drones qui sont équipés de missiles ou de charges explosives qui directement tirent sur les positions d'ennemis, et notamment
l'armée arménienne était très fortement... Enfin, c'est une armée... Ils procédaient selon les manuels soviétiques. En fait, c'est une armée qui est appuyée sur les blindés, les tanks, etc. Et justement, les drones, ils les repéraient, ils les explosaient les uns après les autres. Et donc l'Arménie n'avait pas l'équivalent à opposer aux forces azerbaïdjanaises. Et c'est ça ce qui a été décisif. Sinon, sur le plan du relief, et d'ailleurs c'est ça qui a fait aussi que les Arméniens étaient s'estimaient un peu protégés, parce que sur le plan du relief, les Arméniens se défendaient dans la montagne. Ils pensaient que les Azerbaïdjanais n'avaient pas suffisamment de supériorité numérique ou technologique pour avancer. Mais en fait, ils n'ont pas tenu compte de ces 2, 3, 4 dernières années de l'évolution dans l'équipement de l'armée azerbaïdjanaise qui a été décisif. Et la Turquie a joué un rôle très important là-dedans, et aussi bien Israël. Parce que historiquement, la Turquie achetait plutôt des drones à Israël. Depuis quelques années, la Turquie a mis sur le marché aussi ces drones produits en Turquie qui sont très efficaces. Et en plus de ça, donc, alors même si il existe ce mythe politique pan-turquiste d'établir le lien entre la Turquie et tous les peuples turcophones, ça me paraît très difficile à réaliser quand même aujourd'hui, parce que si on prend les pays de l'Asie centrale, ils ne sont pas non plus... Là-bas, l'influence de la Turquie est moins grande. La Turquie est plus présente économiquement et sur le plan de soft power. Et même l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan doit beaucoup à la Turquie dans cette victoire, mais... ils essaieront aussi, ils voudront pas... ils ont besoin de la Turquie pour un petit peu neutraliser l'influence de la Russie, j'ai l'impression. Donc, quand les Russes... je pense que les Russes qui vont s'établir maintenant dans cette région vont tout faire pour utiliser, encore une fois, leur présence, non pas pour garantir la paix durable et définitive, mais pour accroître leur propre influence. Ça a toujours été comme ça. Quand les Russes envoient leur force de paix quelque part, on peut être sûr que ce n'est pas pour amener la paix, mais c'est pour placer des pions, pour augmenter l'influence russe. Donc du coup, la présence turque, ça va être pour neutraliser ou pour diminuer l'influence russe, et il y aura une espèce de... Même si la Turquie et la Russie s'entendent bien sur une chose qui est de diminuer l'influence occidentale un petit peu partout, en Syrie, en Libye et maintenant dans le Caucase, il y a cette première couche, et une deuxième couche, on voit leurs intérêts quand même assez opposés. On voit leurs intérêts opposés en Syrie, on voit leurs intérêts opposés en Libye, et là, c'est une espèce de troisième front qui va s'ouvrir entre la Turquie et la Russie dans le Haut-Karabakh. Je ne dis pas qu'ils vont absolument s'affronter militairement, mais il y aura des tensions absolument entre la Russie et la Turquie dans la région. Ça a déjà commencé. Et la France, qui a parlé un peu à droite à gauche, et même le président, a été totalement absente finalement. La France est coprésidente du groupe de Minsk, qui est là depuis à peu près 30 ans. Oui, l'Occident, pas seulement la France, mais même les États-Unis étaient aussi totalement absents de la région. De la campagne électorale, sûrement. Non, pas seulement, parce qu'on voit un désengagement depuis quelques années assez net des États-Unis, notamment du conflit du Karabakh. Christian a évoqué des plans de paix qui existent, plusieurs plans de paix qui ont été élaborés à la fois à la fin des années 90, dans les années 2000, ces plans de paix étaient aussi sous l'instigation des États-Unis. Désormais, les États-Unis sont beaucoup plus passifs. Ils doivent être inquiets maintenant de voir que cette région est en train de se transformer en espèce de condominium russo-turc. Et si les Américains veulent, les Occidentaux de façon générale, veulent conserver leur influence, ils doivent maintenant s'activer et essayer de proposer quelque chose. Et en ce qui concerne la France malheureusement n'a pas beaucoup d'influence militaire. En plus, elle est vue par les Azerbaïdjanais comme étant plutôt pro-arménienne. La France est en conflit avec la Turquie, en tout cas est opposée à la Turquie au sein de l'OTAN, en Méditerranée orientale. Donc pour le camp turco-azéri, la France n'est pas un partenaire, donc ne peut pas avoir l'influence. Alors, en Arménie, la France peut avoir de l'influence, et je pense qu'elle pourrait avoir plus d'influence désormais si elle veut un petit peu justement compenser cette
mainmise russe sur l'Arménie. Il y a actuel Premier ministre arménien qui est en difficulté à cause de la défaite militaire. Et cet homme est arrivé au pouvoir avec un agenda beaucoup plus pro-occidental et pro-européen que ses prédécesseurs. Si la France a un rôle à jouer, ça c'est mon opinion personnelle, c'est d'essayer d'offrir à l'Arménie des moyens de se rapprocher davantage, d'offrir des programmes de l'Union européenne, de faciliter la circulation des citoyens arméniens en Europe pour en quelque sorte compenser cette défaite militaire et d'aider ce gouvernement qui est, encore une fois, je répète, démocratique, arrivé au pouvoir démocratiquement en Arménie. Rapidement, Christian Macarian, parce que nous sommes rattrapés par le temps, est-ce que le changement d'administration aux États-Unis va changer la donne dans cette région ? Écoutez, j'en doute quand même beaucoup parce que les États-Unis... Anthony Blinken est quand même très pro-occidental. Il est très... Oui, on dit ça parce qu'il est francophone, alors ça flatte beaucoup en France. Il y aura des changements, des atténuations. Il y aura la fin de ces foucades et de ces coups de menton auxquels Donald Trump nous a... Voilà, ou de gouverner par tweet, toutes ces pratiques auxquelles Trump nous a habitués. Mais fondamentalement, stratégiquement... il faut bien voir que les Russes ont agi avec une rapidité incroyable pour mettre en place les forces d'interposition. En 24 heures, c'était fait, ce qui signifie que ces troupes étaient prêtes, que les véhicules, que tout était prêt à démarrer. Et en plus, ces troupes sont des troupes, d'après les témoignages que nous avons, d'excellente qualité, contrairement aux troupes qui avaient été envoyées en Géorgie en 2008, qui étaient dépenaillées, désorganisées. Et, en Tchétchénie dans les années 90. Ou en Tchétchénie. Donc on a une sorte de crème de la Russie. Alors, voir Biden aujourd'hui mettre le pied là-dedans, je ne sais pas. Mais il y a une certitude, c'est que Biden va cibler la Russie, ne serait-ce que parce qu'elle a fait beaucoup de tort au camp démocrate et qu'elle était très proche de Trump. C'est un secret pour personne que Poutine souhaitait la victoire de Trump. Sûrement que Biden va se montrer beaucoup plus dur avec la Russie. On va voir si ça peut avoir une influence sur le Caucase. La seule possibilité de faire évoluer la situation, c'est de desserrer le jeu dans le Caucase et effectivement de faire revenir la France et les États-Unis dans le groupe de Minsk. Merci beaucoup Christian Macarian, merci beaucoup Tornike Goradze. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po et vous allez retourner tout de suite enseigner. Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt pour un prochain rendez-vous.